Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Des rebelles tigrés ont abattu des avions et bombardé des villages début septembre dans la région éthiopienne de l'Amara voisine du Tigré. Un conflit dévastateur a en effet débuté il y a plus de 10 mois dans cette région. En RDC, le journaliste congolais inculpé dans une enquête sur le meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï sera de nouveau entendu ce vendredi. Le président tunisien Kais Saied a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet. Il a promulgué des dispositions exceptionnelles renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En RDC, le journaliste congolais inculpé dans une enquête sur le meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï reste détenu à ce jour. Ce professionnel des médias sera de nouveau entendu ce vendredi. C'est ce que l'on a appris jeudi auprès de son avocat. Reportage. Le parquet militaire cherche à savoir d'où ce journaliste Sostène Kandibi tenait ses informations sur cette affaire et comment s'était-il procuré une vidéo de l'exécution des experts. Correspondant de l'AFP et du média congolais en ligne Actualité Sidi, dans le Kasaï, Sostène Kandibi a été arrêté à son hôtel de Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi. Dans un premier temps, il a été interrogé à l'auditorat militaire en tant que témoin, puis mercredi en tant qu'inculpé. Selon l'avocat qui l'assiste depuis mercredi, les chefs de poursuite mentionnés sur le mandat d'amener délivré à son encontre sont notamment association de malfaiteurs, terrorisme et insurrection. Mais rien n'est décidé de façon formelle. Au fur et à mesure que l'instruction évolue, il peut y avoir des éléments nouveaux qui vont amener à requalifier les faits, voire à les disqualifier, a-t-il précisé. L'audition du journaliste a été suspendue et devrait reprendre ce vendredi. Les experts des Nations Unies, la Suédoise Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp, avaient été tués le 12 mars 2017. Selon la version officielle des autorités de l'époque, ils ont été exécutés par des miliciens de la secte Kamuna Nsapu, alors en guerre contre l'armée régulière. Au Congo, les avocats du général congolais Jean-Marie Michel Mokoko, 74 ans, ancien candidat à la présidentielle de 2016, condamné pour atteinte à la sécurité de l'État, ont manifesté mercredi leur opposition au retour en prison de leur client. Jean-Marie Mokoko, faut-il le rappeler, est interné depuis plus d'1 an à l'hôpital militaire pour raison de santé. Nous avons adressé une correspondance au ministre de la Justice et une autre au directeur général de l'administration pénitentiaire pour exprimer et marquer notre opposition à cette réintégration à la maison d'arrêt, a déclaré à l'AFP Maître Yvon-Éric Ibouanga. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, dont il n'a jamais reconnu les résultats, malgré la victoire prononcée du président Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko a été arrêté juste après ce scrutin officiellement pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes de guerre. Il a ensuite été jugé et condamné à 20 ans de travaux forcés en 2018. Tombé malade, cet ancien chef d'état-major a été évacué en Turquie, où il a reçu des soins entre juillet et août 2020. Depuis son retour, l'officier est resté interné à l'hôpital militaire. Les autorités gouvernementales viennent de lui notifier sa réintégration à la prison de Brazzaville. Le général Mokoko n'a pas encore recouvré sa santé. En plus, la cellule où il était incarcéré avant qu'il ne soit évacué en Turquie est dans un état d'insalubrité très prononcé, a affirmé Maître Ibouanga.
Le réintégrer dans cette cellule, a-t-il poursuivi, reviendrait à le placer dans des conditions inhumaines, déshumanisantes et dégradantes. Mercredi soir, les autorités gouvernementales n'avaient pas encore répondu à la requête des avocats du général. Un mandat d'arrêt international a été lancé par le Burundi contre l'opposant Alexis Sindungiye. Ce dernier est accusé de diriger un groupe responsable d'actes terroristes commis ces dernières années dans le pays. Reportage. Alexis Sindungiye, l'un des farouches opposants burundais, est dans le collimateur du procureur général de la République Sylvestre Nyandwi. Ce dernier l'accuse de diriger un groupe responsable d'actes terroristes commis ces dernières années. Ces accusations interviennent quelques jours après une série d'attaques dans les capitales économiques Bujumbura et politiques Gitega, qui ont fait au moins 6 morts et plus d'une centaine de blessés. Les accusations de Sylvestre Nyandwi portent sur de précédentes attaques, notamment des jets de grenades et des embuscades qui ont fait des dizaines de morts et de nombreux blessés en 2020 et dans la première moitié de 2021. Pour les actes criminels commis avant le 20 septembre 2021, les enquêtes déjà menées ont révélé que ces actes sont commis par une bande de terroristes dirigée par Alexis Sindungiye. Au regard du droit national et international, ces actes constituent des actes de terrorisme ainsi que des crimes contre l'humanité, a déclaré le procureur. Alexis Sindungiye, qui vit en Belgique, est soupçonné de longue date par le pouvoir d'être à la tête du raid Tabara, aujourd'hui considéré comme le plus actif des groupes rebelles burundais. Apparu il y a 10 ans, ce groupe qui a sa base arrière au sud Kivu, en République démocratique du Congo, a notamment revendiqué une série d'attaques commises en 2020 et ayant fait selon lui plus de 40 victimes. Dans la nuit de samedi à dimanche, Raid Tabara a revendiqué une attaque sur l'aéroport de Bujumbura qui n'a fait ni dégâts ni victimes. Mais il a imputé au pouvoir burundais les 2 attaques à la grenade survenues dimanche soir à Gitega et lundi soir dans la ville de Bujumbura. Le procureur général a, lui, affirmé que ces récentes attaques étaient liées à celles de 2020 et début 2021 sans plus de précision. Le parti d'opposition rejette l'accord sur le génocide namibien. L'Allemagne, qui a reconnu sa responsabilité dans ce massacre, a promis des réparations, mais les victimes et les opposants veulent que les compensations soient versées par le biais d'une série de projets ou d'initiatives de développement au lieu d'une restitution qui se concentrerait directement sur les descendants des communautés touchées. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à cet effet devant le Parlement namibien où devrait être débattu un accord signé avec l'Allemagne. Reportage. Des centaines de Namibiens ont manifesté devant le Parlement mardi qui devrait débattre de l'accord signé avec l'Allemagne après sa reconnaissance d'un génocide dans le pays au début du XXe siècle. Quelques 400 personnes, principalement des militants d'opposition, s'étaient rassemblées à Windhoek pour dénoncer l'accord passé entre le gouvernement et l'ancienne puissance coloniale. En mai, Berlin avait admis avoir perpétré un génocide contre les Herero et les Nama et promis de payer à la Namibie plus d'1 milliard d'euros, un premier pas vers la réconciliation jugée toutefois insuffisant par des militants de la cause des 2 ethnies. Dites non aux faux accords sur le génocide, le sang de nos ancêtres n'a pas été versé en vain, ou encore une réparation adéquate maintenant, pouvait-on lire sur certaines des pancartes brandies mardi par les manifestants. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense a qualifié l'accord de réussite dans une certaine mesure, car il signifie que l'Allemagne a accepté la responsabilité du génocide. Cet accord est le résultat de plus de 5 ans de négociations avec Berlin, qui a colonisé ce territoire de 1884 à 1915. Des rebelles tigréens ont abattu des civils et bombardé des villages début septembre dans la région éthiopienne de l'Amara, voisine du Tigré. Un conflit dévastateur a en effet débuté il y a plus de 10 mois dans cette région. Le gouvernement régional Amara a qualifié de massacre ces violences qui se sont déroulées dans et autour de la ville de Kobo au nord. Le groupe rebelle du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, a toujours nié cibler des civils durant les combats face aux forces pro-gouvernementales qui se sont propagées ces derniers mois au Tigré, aux régions voisines de l'Amara et de l'Afar. Les moyens de communication étant coupés,
il est difficile de vérifier de manière indépendante les témoignages recueillis par l'AFP auprès de civils ayant fui dans des camps de déplacés à Dessi, ville située à 150 km au sud de Kobo. Selon ses habitants, les violences ont commencé le 9 septembre dans le village de Guédémeyou, à 7 km au sud du Kobo, après que des combattants du TPLF ont commencé à fouiller les maisons à la recherche d'armes. Les habitants les ont alors chassés. Les combattants s'en sont pris aux civils durant leur retraite vers le nord, puis sont revenus le lendemain et ont mené de nouvelles attaques. Ils ont massacré des agriculteurs et des travailleurs saisonniers venus des hauts plateaux voisins, a raconté un habitant de Kobo. Un autre homme a déclaré être retourné constater les dégâts dans le village de Zobel et avoir vu des cadavres et des bâtiments détruits. Le porte-parole du gouvernement de la Mara a indiqué lundi sur Twitter avoir été informé que plusieurs centaines de civils Amara ont été massacrés par les terroristes du TPLF dans cette zone. La Commission éthiopienne des droits de l'homme, organisme indépendant mais rattaché au gouvernement, a, elle, déclaré avoir reçu des récits inquiétants d'exactions présumées du TPLF à Kobo, notamment des bombardements de zones civiles, des fouilles de maisons suivies de meurtres, des pillages et des destructions d'infrastructures civiles. Le président tunisien Kais Saied a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet. Il a promulgué des dispositions exceptionnelles, les renforçant du coup ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement auquel il va de facto se substituer en légiférant par décret. Les précisions à travers cet élément. Les dispositions promulguées par le président tunisien tendent à présidentialiser le système de gouvernement hybride encadré par la Constitution de 2014. Elles ont suscité l'ire du parti d'inspiration islamiste Ennahda, principal adversaire de Kais Saied, dans un pays miné par divisions et les crises politiques successives ces dernières années. Elles renforcent en outre les inquiétudes pour la pérennité de la démocratie en Tunisie, seul pays à avoir réussi sa transition démocratique après le printemps arabe dont il fut le berceau en 2011. Les textes législatifs sont pris sous forme de décrets-lois et promulgués par le président de la République, stipule l'un des articles décidés par Kais Saied et publié dans le journal officiel. Le texte énonce aussi que le président exerce le pouvoir exécutif avec l'aide d'un conseil des ministres dirigé par un chef du gouvernement. Le président de la République préside le conseil des ministres et peut déléguer sa présidence au chef du gouvernement. Les prérogatives présidentielles énumérées dans le texte confèrent à Kais Saied le droit de désigner et limoger des ministres, nommer les diplomates en poste à l'étranger et procéder aux nominations dans la haute fonction publique. Le gouvernement est responsable de ces actes devant le président de la République, précise encore le texte. Dans le système en place, régi par la Constitution de 2014, que Kais Saied souhaite amender, l'essentiel du pouvoir exécutif est aux mains du gouvernement et les mesures annoncées mercredi font clairement pencher la balance du côté de la présidence. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.